je me présente, je m'appelle Olivier Dehalleux, je travaille en tant que chargé d'études et d'animation chez ESAWB. Voilà, ESAWB, donc Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises. ESAWB est une association qui fédère les acteurs de l'économie sociale. Elle est à la fois agence conseil pour le développement d'entreprises sociales, elle est organisme d'éducation permanente, accompagnatrice dans l'évaluation d'impact social, facilitatrice en marché public et dans la mise en réseau d'entreprises d'économie sociale. Donc ESAWB mobilise, interpelle, soutient et innove pour susciter et accompagner le renouveau des pratiques économiques qui incarnent l'économie sociale. Alors ce soir, j'ai proposé à la Maison des sciences de l'homme de nous interroger sur le rôle de l'université et plus spécifiquement des sciences économiques et de gestion dans la constitution de la norme du chiffre. Parce que chez ESAWB, nous nous inquiétons depuis une dizaine d'années des dérives du tout quantifiable, du standardisable, d'une certaine démesure de la mesure. Et nous avons souhaité aborder ce sujet dans un cycle de rencontres que nous avons intitulé « Des chiffres et des êtres quand les chiffres nous pourrissent la vie ». Alors ce cycle, il a débuté déjà cet après-midi à Bruxelles, déjà avec M. Roland Gory. Et il continue donc ce soir avec un regard sur le rôle de l'éducation, et plus précisément de l'université, a priori lieu d'ouverture d'esprit et critique du monde dans cette magnificence du chiffre. Et donc oui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Roland Gory. Roland Gory, bonsoir. Mais on ne se quitte plus, puisque nous sommes ensemble depuis ce matin. On a passé une agréable journée et je pense que la soirée le sera tout autant. Et donc oui, nous étions déjà à Bruxelles cet après-midi à la Smart pour déjà vous écouter à propos de nos sociétés de contrôle par le chiffre dans le cadre des réflexions que nous menons sur nos pratiques professionnelles de gestion. Donc Roland Gory, vous êtes psychanalyste et professeur émérite de psychopathologie de l'Université Aix-Marseille. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages et le dernier en date, La fabrique de nos servitudes. Vous êtes aussi reconnu pour avoir initié en 2008 avec Stéphane Chédry l'appel des appels afin de dénoncer le mépris de la vie humaine, notamment au travers des méthodes d'évaluation et de normalisation au profit des logiques marchandes et capitalistes. Mais votre engagement ne s'arrête pas, jamais pourrait-on dire, puisque vous exprimez régulièrement dans la presse et les médias, ou peut-être votre intervention la plus récente invitait précisément à réfléchir à la posture autoritaire du président Emmanuel Macron dans sa gestion, la sienne si j'ose dire, de la réforme des retraites. Alors avant de vous écouter, je vais présenter le discutant de ce soir, notre discutant Jean-François Bachelet. Bonsoir, merci d'être là. Alors Jean-François Bachelet, vous êtes agrégé de faculté et sociologue, pardon. Vous avez réalisé une thèse à l'université de Metz sur l'université, donc c'était vraiment votre sujet de recherche, justement, comme objet d'étude. Et vous êtes questionné sur la manière dont elle se décrit, comment on trouve un équilibre, notamment au travers des nombreux paradoxes qui la composent. Donc merci d'être là. Alors nous entendrons d'abord M. Roland Gory pour son exposé et ensuite Jean-François Bachelet, vous allez discuter ensemble durant une vingtaine de minutes. Et enfin, nous terminerons la soirée donc avec un moment de débat avec vous pendant une bonne demi-heure, je dirais. Nous terminerons donc vers 22h comme prévu. Monsieur Roland Gory, je vous laisse la parole à présent et merci encore d'être présent aujourd'hui avec nous. Eh bien, merci. Ça marche, oui, c'est bon. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et donc, un grand merci de cette invitation à prendre la parole. Merci à Olivier Dehalleux. Et donc, Laure, j'ai oublié votre nom de famille, mais bon, je retiens au moins le prénom. Et merci donc à Jean-François Bachelet de bien vouloir discuter de mon propos. Alors, je crois qu'il y a un peu mal d'autre parce que je ne voulais pas poursuivre sur la question des évaluations à l'université. Ce dont il était convenu, c'est que je vous parle de la folie des normes dans nos sociétés de contrôle. Donc, c'est de cela dont je vais vous parler. Alors, peut-être d'abord
commencer par définir ce que j'entends par société de contrôle en me référant à une définition que donne Gilles Deleuze, notamment dans un texte qui s'appelle « Pour parler », où il dit « Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui fonctionnent non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. Bien sûr, on ne cesse de parler de prison, d'école d'hôpital. Ces institutions sont en crise. Mais si elles sont en crise, c'est précisément dans des combats d'arrière-garde. On essaie de nous faire croire une réforme de l'école alors que c'est une liquidation. On pourrait dire à peu près la même chose de l'université ou de l'hôpital, mais nous en discuterons tout à l'heure. Alors, si vous voulez, ce dont je voudrais essayer de vous parler, bien sûr, ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons avec Marie-Josée Delvolgo sur la question de la médicalisation de l'existence, sur la question des normalisations, etc. Mais là, peut-être dans mon dernier ouvrage, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une transition qui était en train de s'opérer, transition qui avait été d'ailleurs tout à fait, de manière géniale, anticipée par Deleuze, qui en même temps rend hommage à Foucault en disant « Oui, nous quittons des sociétés disciplinaires pour aller dans des sociétés post-disciplinaires », mais déjà, Foucault, d'une certaine manière, si vous voulez, pouvait l'indiquer. Donc nous sommes passés, pour aller vite, des sociétés disciplinaires, des sociétés de contrôle, en passant par une biopolitique des populations, ce que Foucault avait notamment, bien sûr, déjà développé. Alors ça veut dire qu'il va y avoir en quelque sorte un serrage, si j'ose dire, de plus en plus intense, dense et insidieux des dispositifs d'asservissement, de soumission sociale librement consentie, si j'ose dire. C'est un point qui est extrêmement important, si vous voulez, pour moi. Là, je ne vais pas le développer parce que c'est mon bouquin et je ne sais pas tout à fait de ça dont je vais vous parler, mais dans mon dernier bouquin, dans mon dernier essai, j'essaie de montrer que nous devenons les nouveaux esclaves de la modernité. Alors bien sûr, comparaison n'est pas raison, et dès qu'on dit ça, si vous voulez, on est très mal à l'aise, parce qu'effectivement, on ne peut pas comparer le statut, je dirais, social, anthropologique des esclaves du premier capitalisme avec, bien évidemment, si vous voulez, les classes sociales exploitées, mais quasiment toutes les classes sociales sont exploitées aujourd'hui, donc du capitalisme financier. Il n'empêche qu'il y a un imaginaire commun que partagent, si vous voulez, donc ces dispositifs d'esclavage du premier capitalisme, donc de la colonisation, avec aujourd'hui la prédation sociale des individus et leur exploitation, qui est d'ailleurs assez perverse, puisqu'il s'agit moins de les exploiter que de leur apprendre à s'auto-exploiter. C'est un point extrêmement important, notamment dans le régime néolibéral culturel que nous connaissons. Donc, si vous voulez, comparaison n'est pas raison, mais il y a quand même quelque chose de commun. Et ce commun, c'est de considérer que l'humain est un instrument. Soit un instrument dont on se sert dans une langue et des pratiques utilitaires, soit un instrument dont on lui apprend, si je veux dire, à l'instrument, à se servir, n'est-ce pas, pour pouvoir survivre. Et là, on est pris dans une densification normative tout à fait différente, dans un filet de normes tout à fait différent, qui produit un asservissement de plus en plus occulte. C'est-à-dire, effectivement, j'y reviendrai, mais c'est moins évident que quand on est ferré ou dans la cale des bateaux négriers ou dans prisonnier enclos dans la langue utilitaire des plantations. Mais il n'empêche que cet imaginaire commun me paraît très important et ce processus d'asservissement me paraît aussi très fort, même s'il est moins peut-être, en apparence du moins, violent, en tout cas corporel, matériel, il est davantage symbolique. Alors, pour commencer, peut-être vous donner une citation de Brecht. Je donne beaucoup de citations, j'ai tendance à fonctionner un peu comme ça. Brecht écrit « Rien n'est pire que l'asservissement occulte, car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté, la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel. » Vous avez d'ailleurs à peu près, si vous vous souvenez, à peu près le même propos chez La Boétie,
dans son discours de la servitude volontaire, où il dit à un moment donné, n'est-ce pas, que le danger est peut-être moins pour ceux qui ont connu la liberté et d'une certaine manière l'ont perdue en acceptant de s'insérer dans un dispositif de servitude volontaire, que pour les jeunes générations, et je crois que c'est important aujourd'hui, jeunes générations qui n'ont pas connu cet état-là. Et alors il dit, la Boétie, ces générations risquent de prendre pour un état naturel ce qu'ils ont trouvé à leur naissance. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui devrait nous parler aussi bien du côté des universités que de l'hôpital, de l'information, du travail social et de bien d'autres métiers. Alors, donc, si vous voulez, Michel Foucault, excusez-moi, je suis un peu fatigué parce que j'ai pas mal donné, donc j'espère que je ne vais pas être trop confus. Michel Foucault nous a donné une analyse, je dirais, incontournable et indépassable des processus de normalisation à l'œuvre dans les sociétés disciplinaires, au sein desquelles sont nées justement les sciences humaines et sociales. Et ça, on l'oublie souvent, mais ce n'est pas par hasard que les sciences humaines et sociales sont nées dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comme une espèce de reste ontologique et de reste, si vous voulez, à un processus de réduction justement de l'humain, soit à un organisme biologique, soit à un organisme machinique. Or, il y a quelque chose qui justement ne marche pas, et ce quelque chose qui ne marche pas, cet hétérogène, va produire l'émergence de la psychanalyse, par exemple, de la sociologie ou de la psychologie sociale avec Gabriel Tarde. Alors, je crois que c'est important de se rappeler qu'effectivement, les sciences humaines et les sciences sociales, et en particulier donc ce que je connais, c'est la psychopathologie et la psychanalyse, ont été requises ensuite par une biopolitique des populations pour assurer une hygiène publique du corps social et dépister les risques probables de déviance comportementale. C'est quand même là où les choses se sont passées. Et avec les sociétés disciplinaires, oui, je jonge volontairement sur les trois couches tectoniques disciplinaires, donc biopolitique et contrôle. Avec les sociétés disciplinaires, la psychiatrie et la psychologie ont trouvé, si j'ose dire, une justification sociale parce qu'elles ont été convoquées pour dire comment le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. C'est un peu cette manière dont on a fait entrer la psychiatrie et la psychologie dans les prétoires. Et quand bien même la psychanalyse s'est avérée, d'une certaine façon, une première forme d'antipsychiatrie, j'y tiens beaucoup, il n'empêche qu'elle s'est quand même maintenue à proximité de cette médicalisation de l'existence en tant que ce que Foucault appelle une technique de l'aveu. Donc vous voyez, ça n'est pas totalement détaché et on a dû faire avec ça. Mais une technique de l'aveu qui a quand même, je dirais, c'est le bénéfice épistémologique et éthique, qui a quand même tendu à désenclaver le sujet de l'enclos des diagnostics où la psychiatrie l'avait enfermé. Bon, aujourd'hui, on y est revenu massivement, de manière féroce et précoce. Alors, cette attention portée à l'énigme des opacités singulières a doté la psychanalyse, j'en parlais avec mon ami Frédéric Gros, grand spécialiste de Foucault, a doté la psychanalyse d'une valeur de résistance justement aux servitudes sociales, du moins tant que les psychanalystes savent maintenir, je dirais, le caractère un peu révolutionnaire de la psychanalyse. Ça n'a pas été toujours le cas, je vous l'assure. Et avant que, justement, elle ne soit enfermée dans le conformisme, notamment des institutions. Avec la biopolitique des populations, l'individu tend à devenir un segment de population statistique. C'est plus du tout la même psychiatrie. Vous voyez, c'est quelque chose dont on pourra sûrement parler, mais on est à ce moment-là davantage dans une psychiatrie actuarielle, et une psychiatrie qui fonctionne avec la rationalité actuarielle, c'est-à-dire la rationalité des assureurs, d'une certaine façon, qui dessine le profil des comportements indésirables qui risquent de réapparaître et dont on ne veut plus, à partir des données statistiques de l'individu. Mais l'individu lui-même est dissous en tant que segment statistique dans une masse. Alors, ça c'est un point important parce que ces techniques, elles qui en assurent le dépistage et le contrôle de ces
comportement, elle vise à prévoir, si vous voulez, les comportements indésirables et leur encadrement par des techniques d'orthopédie sociale et de rééducation pédagogique. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que, à la manière des assureurs, encore une fois, elle ne s'intéresse pas à l'opacité singulière de l'individu, elle ne s'intéresse pas forcément, si vous voulez, à la structure de personnalité pathologique ou pas des individus, elle s'intéresse, comme les assureurs, quand ils calculent une prime, au risque que la société court avec tel ou tel individu, en fonction, c'est toujours pareil, en fonction, est-ce qu'il est issu de l'immigration, est-ce qu'il est issu d'une famille monoparentale, est-ce qu'il a consommé des stupéfiants, à quel âge, est-ce qu'il a agressé Enfin, on décide un profil, et ce profil ne dit strictement rien de l'individu, mais uniquement de la probabilité de voir réémerger des comportements, si vous voulez, qu'on juge indésirables. Donc du coup, pour être très concret par exemple, on voit très bien, je le sais notamment avec les amis magistrats que je peux connaître, on va non plus demander même un examen psychiatrique ou psychologique, n'est-ce pas, du détenu par exemple, ou du malade pour savoir s'il est dangereux, etc. Il suffit de calculer, à la manière d'un assureur, calculer le risque qu'il prend lorsqu'il détermine votre prime en fonction des maladies que vous avez eues, en fonction de votre âge, en fonction de votre style de vie, etc. Donc là, il y a quand même une disparition extrêmement importante, encore une fois, de la psychiatrie. Et alors, on fait un pas de plus, j'ai envie de dire, si vous voulez, justement aux sociétés de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'est même plus question de repérer, de traquer les risques, ce que Robert Castel avait justement développé autour de la gestion des risques, n'est-ce pas, dans nos sociétés. C'est même plus ça. En gros, tout le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, aujourd'hui, tout le monde risque d'être porteur d'une catastrophe qu'il ignore lui-même. Et donc, il ne s'agit pas du tout de le stigmatiser. Et c'est d'ailleurs un gros problème politique dont je parlerai tout à l'heure. Mais, si vous voulez, il s'agit en gros de le suivre en l'assignant sur ce que Deleuze appelle des autoroutes de servitude, où il peut être justement surveillé, contrôlé, corrigé. Oui. Alors, comme dit Deleuze, les autoroutes de servitude, ça ne sert pas forcément à simplement normaliser, surveiller, contrôler et corriger les gens, mais il n'empêche que ça, justement, cette fonction de surcroît, et c'est un peu ce qui se produit aujourd'hui. Alors, à proprement parler, là, et c'est un problème majeur qui est à la fois et anthropologique et bien sûr psychopathologique, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il n'y a plus d'individu. D'une certaine manière, l'individu, tel qu'il a pu surgir d'une certaine façon dans l'histoire de l'humanité, n'est plus ce qui intéresse ces pratiques et ces savoirs-là. Ce qui intéresse ces pratiques et ces savoirs-là sont des profils bioalgorithmiques qu'il s'agit de repérer, d'évaluer et dont on va prédire leur comportement. Si vous voulez, c'est Minority Report, le film de Spielberg, et les sociétés dans lesquelles nous évoluons à ce moment-là, c'est bien sûr justement ce dont vient le film, c'est-à-dire les romans de science-fiction de Philippe K. Dick, aujourd'hui d'Alain Damasio. On est là quelque chose de tout à fait différent. Et donc, à partir de ce moment-là, la normalisation des comportements devient d'autant plus insidieuse, violente et féroce qu'elle est invisible d'une certaine façon. Et c'est le point que j'évoquais rapidement tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'elle va créer de nouvelles alliances objectives. En particulier, elle a créé de nouvelles alliances objectives entre le souci sécuritaire du politique, également, je dirais, des idéologies scientistes qui visent à naturaliser en quelque sorte les écarts de comportement comme provenant de dysfonctionnements neuronaux. Et il y a la fabrique d'un sujet neuroéconomique, n'est-ce pas ? Et puis, si vous voulez, troisième point, il y a paradoxalement l'alliance avec les patients et avec les familles de patients. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on n'est plus dans le domaine du pathologique. On n'est plus dans le domaine du pathologique et il va y avoir une revendication des associations de patients pour considérer qu'ils ne sont pas malades, ils sont atteints par quelque chose qu'ils ont à gérer avec l'aide des professionnels. Et donc vous avez comme ça des associations, non pas d'hallucinés,
mais d'entendeurs de voix, etc. Et donc, ça, c'est un point extrêmement important parce que, par exemple, dans le domaine qui est le mien, eh bien, si vous voulez, cette nouvelle alliance a amené à ce que, justement, il y ait un rejet de la psychiatrie, il y a un rejet de la psychanalyse chargé de trop culpabiliser les familles et de trop culpabiliser les patients en tant qu'il leur faisait porter une part de responsabilité dans la fabrique du symptôme. Et là, si vous voulez, on est dans tout à fait autre chose. Alors, je crois que ce point-là, qui, si vous voulez, est extrêmement important. Comme je suis un peu fatigué, j'espère que je vais quand même arriver à trouver les passages que je cherche. N'est-ce pas ? À partir de ce moment-là, si vous voulez, on est dans tout à fait autre chose et qui a, notamment par rapport à nos sociétés, une transformation des lieux où s'exercent les techniques de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une déterritorialisation. C'est ce point qui est important dans les sociétés de contrôle. C'est-à-dire que dans les sociétés disciplinaires, en somme, n'est-ce pas, comme Foucault nous l'a montré, il s'agit d'enfermer, si vous voulez, les citoyens dans des lieux où on peut les discipliner. En gros, c'est la famille, l'école, l'armée, l'hôpital, la prison, etc. Et là, on va les dresser à se servir de leur corps d'une certaine manière et d'utiliser leur temps d'une certaine manière. Or, ces sociétés disciplinaires, elles, aujourd'hui, elles laissent place à un processus qui est beaucoup plus fort, mais en même temps beaucoup plus aliénant, qui est une déterritorialisation. Je vous donne des exemples très bêtes, très concrets, n'est-ce pas ? Il va plus y avoir l'école avec la sanction du diplôme au bout, n'est-ce pas ? Il va y avoir une évaluation constante, permanente, tout au long de la vie, avec du téléenseignement, avec des moyens divers et variés de formation, etc. Il n'y aura plus un lieu, il y aura une déterritorialisation. C'est la même chose au niveau des prisons. Vous n'allez plus avoir tellement des prisons, vous allez avoir en somme un bracelet électronique, mais je dirais que tout le monde pourrait porter d'une certaine façon. Une espèce d'interconnexion avec d'autres systèmes pour surveiller. D'ailleurs, en France récemment, bon, ça fait un peu un buzz et du coup ça a été retiré, mais il y avait un projet de proposer aux collégiens de la Sarthe de porter en permanence un bracelet dans lequel était captée toute une série de données médicales, mais aussi sociales et autres sur leur état, etc. Bon, c'était un projet expérimental, ça a fait hurler les syndicats, ça a fait hurler les enseignants et certains parents. Bon, mais vous voyez, mais en gros c'est ça l'idée, c'est qu'en gros le bracelet électronique, non, il n'y a aucune raison de n'en doter, si j'ose dire, que ceux qui ont été délinquants ou suspects de pouvoir récidiver. En somme, tout le monde pourrait porter, n'est-ce pas, de différentes manières, un bracelet électronique. Donc, si vous voulez, il n'y a plus, en quelque sorte, d'enfermement dans des lieux matériels définis. Il y a, en somme, une façon, je vais employer le terme d'enclos en tant que clin d'œil par rapport aux enclosures, bien sûr. Il y a une manière d'enclore en permanence les citoyens sans les enfermer dans des données, finalement, qui sont des données numériques, qui sont des données, si vous voulez, on va dire abstraites, hein, et sans qu'il y ait, encore une fois, n'est-ce pas, un diagnostic péjoratif. Et ça, c'est un point important. Donc, on va vous surveiller comme sur des autoroutes, de la même façon. Et donc, on va, du coup, différencier des signaux d'alerte qui vont ramasser nombre d'anomalies et de pathologies, mais dans des enveloppes très larges, comme par exemple ces trucs c'est ce que j'appelais la traque des 10, hein, les dysphoriques, dysthymiques, dyslexiques, dysorthographiques, dysérectiles et tout ce que vous voulez, quoi. Bon. En gros, c'est quelque chose. 10, ça vient étymologique de deux, qui veut dire tout simplement embarras, difficulté. Vous voyez, on n'est plus dans le pathologique. Qui, dans sa vie, n'a pas des embarras ou des difficultés? Donc, tout le monde peut bénéficier d'une surveillance, n'est-ce pas, à partir de signaux d'alerte qu'il pourrait émettre dans les dispositifs, capteurs et autres, qu'on peut mettre à sa disposition. Donc, de la même manière,
Aujourd'hui, vous le savez, n'est-ce pas, si vous avez un enfant dans une crèche, n'est-ce pas, s'il n'est pas repéré comme hyperactif, il peut être repéré comme relevant du spectre autistique, n'est-ce pas, de toute façon, ou de troubles oppositionnels, de provocation. Enfin, qui peut échapper aujourd'hui à des diagnostics aussi mous, aussi vaseux, hein. D'ailleurs, le terme même de trouble du comportement qu'on a par exemple dans le DSM, hein, manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, c'est complètement débile, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le DSM, mais c'est une indigence épistémologique à pleurer, n'est-ce pas, et alors on démultiplie, bien sûr, et on passe d'une centaine de diagnostics en 1952, première version du DSM, après de 400 en 2013, si vous voulez, avec la 5e version, et puis tout y passe. Par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais sans doute que certains d'entre vous sont atteints de silogomanie. Vous savez ce que c'est, la silogomanie? La silogomanie, c'est la compulsion à accumuler des objets inutiles. Inutile de vous dire, si j'ose dire, que chez moi, il y en a plein. Dans mon cabinet, il y en a plein. Mais à aucun moment, on se dit, mais est-ce que ce diagnostic il ne révélerait pas quelque chose des valeurs sociales, d'obsolescence, de consommation? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est là où les scientistes arrivent, si vous voulez, pour soutenir cette escroquerie intellectuelle et épistémologique, en disant mais il y a un truc là au niveau neuronal, on trouve toujours quelque chose. C'est pas compliqué. C'est comme les statisticiens nous l'apprennent. C'est pas compliqué d'établir des corrélations ou des correspondances. D'aucune façon, ce sont des causalités. Vous voyez? Et donc ce point qui est extrêmement important. Alors, du coup, en gros, la spécificité, par exemple, structurale et psychopathologique que l'on pouvait naguère apporter, si vous voulez, aux névroses, psychotes, perversions, etc., parfois au risque de tomber dans la typologie, bien évidemment, eh bien, elle s'estompe au profit de notions très vaseuses de troubles à laquelle on donne une consistance en ajoutant simplement que c'est neuro quelque chose, ou bio quelque chose, ou génétique quelque chose. Et donc, effectivement, là, ça fait sérieux, ça parle, et du coup, c'est indiscutable. Alors, peu importe, n'est-ce pas, sur les autres de servitude, tout sujet aura son heure de gloire crépusculaire d'avoir été déprimé, anxieux, troublé ou en burn-out. Il ne faut pas se tromper. Hein. C'est Philippe Pignard qui a montré qu'entre 1979 et 1996, n'est-ce pas, en France, il y avait 7 fois plus de diagnostics de dépression. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y avait 7 fois plus de dépression. Ça veut dire que le diagnostic était porté 7 fois plus souvent et qu'il n'était pas forcément porté par les mêmes personnes. C'était pris les psychiatres, mais c'était les médecins généralistes et autres spécialistes médicaux. Donc vous voyez, ce point est extrêmement important. Je ne vois pas aujourd'hui de raisons pour lesquelles vous pourriez être privé de bénéficier à un moment ou à un autre de votre vie d'un diagnostic. De toute façon, ils sont tellement vaseux que, n'est-ce pas, on en rajoutera d'ici là, addiction à Internet, addiction au sexe, etc. Bon, comme de toute façon, la psychopathologie de ces diagnostics est établie non pas sur la base de critères clairs, mais sur la base de critères définis par un vote, les experts votent. Et vous voyez, le DSM, je ne vais pas vous en parler parce que je déteste le DSM, n'est-ce pas, on voit bien qu'il ne parie pas sur la validité du diagnostic psychiatrique. Le DSM 3, n'est-ce pas, 4 et 5, c'est-à-dire après que Robert Spitzer soit passé par là et modifié l'esprit du DSM, le DSM 3, c'est quoi? C'est en gros établir des critères tels que les psychiatres et les psychologues passent par le même parcours pour aboutir à un diagnostic. On accroît le consensus, on accroît, si vous voulez, l'accord interjuge, mais pas du tout la validité. Je ne sais pas si je suis clair. À partir de ce moment-là, ça révèle quelque chose de nos sociétés. En gros, c'est l'opinion consensuelle qui prévaut sur la vérité scientifique. Platon n'arrête pas de se retourner dans sa tombe, bien évidemment. Ouais. Alors, ça, c'est un mot épistémologiquement compliqué. Ça veut dire qu'on a préféré la fiabilité à la validité. Oui, bon. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, les souffrances, en plus, elles deviennent de plus en plus légitimes. Et encore une fois, si des parents pouvaient être totalement affolés à mon époque, s'il y avait une suspicion de schizophrénie ou une suspicion même d'hystérie ou de névrose obsessionnelle, aujourd'hui, c'est tellement large que de toute façon, et à la limite, il y a des bénéfices sociaux secondaires que ça n'affole plus personne. Et il y a une revendication, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ça, je crois que c'est une idée un peu originale à laquelle je tiens, n'est-ce pas ? Je crois que, qui plus est, aujourd'hui, ça va dépathologiser
les souffrances, et ça va justifier ce qu'on pourrait appeler une neurontologie. C'est-à-dire que chacun a donc sa manière d'être au monde, n'est-ce pas, qui peut comporter bien évidemment des souffrances. Il y a une espèce de... Le DSM se voulait objectif, scientifique et médical, il est de plus en plus démédicalisant dans justement le repérage, si vous voulez, des souffrances. Mais en tout cas, il nous dispose à être surveillés, contrôlés sur des autoroutes de servitude, à être placés sous surveillance continue de capteurs d'informations, n'est-ce pas, tout en recevant, encore une fois, des signaux d'alerte si jamais on s'écarte un peu trop de ce qui est tolérable ou acceptable. Donc là, vous le voyez bien, on n'a plus besoin de psy. On n'aura pas besoin de sociologue non plus. On n'aura plus besoin, si vous voulez, de spécialistes des souffrances. Qu'est-ce qu'on va choisir? J'espère que j'aurai le temps de vous en parler. On va choisir, et là il y a une conversion des métiers. Il y a, si vous voulez, des offres d'emploi importantes. On va choisir des stratèges de l'économie comportementale. C'est-à-dire on va choisir des gens capables de manipuler les citoyens en leur laissant la conviction qu'ils sont libres de leur choix qu'on a déjà défini pour eux. Et cette manipulation sociale, si vous voulez, librement consentie, elle trouve notamment, ça c'est un peu mon dada, elle trouve notamment son épanouissement dans ce que j'ai appelé la démocratie des nudges. Ah, vous savez sans doute ce que c'est le nudge, n'est-ce pas ? Le nudge, si vous voulez, c'est, n'est-ce pas, une stratégie. Le nudge, c'est par exemple, c'est le coup de pouce, le coup de coude, c'est le coup de trompe que la mère éléphant donne à l'éléphanteau pour le mettre sur le droit chemin. Mais rien ne dit que nos gouvernants, n'est-ce pas, ont la même bienveillance que la mère éléphant vis-à-vis de l'éléphanteau. Bon. Le nudge, pour faire vite, pour faire simple, c'est en gros amener les gens à choisir librement ce que l'on a déjà décidé pour eux, en établissant un parcours, n'est-ce pas, un chemin, avec des obstacles et des facilitateurs. Par exemple, je prends un exemple très bête, n'est-ce pas, mais dans les aéroports, vous avez des urinoirs, n'est-ce pas, pour les hommes, bien sûr, n'est-ce pas, et il y a souvent beaucoup d'éclaboussures, c'est un peu dégueulasse, n'est-ce pas. Vous dites, vous affichez respecter le personnel hygiénique, etc., ça ne change pas grand-chose. Vous dites, faites attention parce que vous pourriez attraper des maladies, etc., ça ne change pas grand-chose. Mais vous mettez une mouche noire au fond de l'urinoir, et les mecs, ils pissent dessus. Et ça réduit de 85% les éclaboussures. Eh bien, cette tactique des nudges, si vous voulez, elle a permis bien évidemment, notamment la gestion de la crise Covid en France, avec le pass sanitaire. Il n'y a pas eu obligation vaccinale, mais on a mis en place les choses de telle manière que les gens choisissaient librement de se faire vacciner pour ne pas trop être emmerdés, comme le disait mon président de la République. Elle dit, je vais les emmerder. Bon, bref, effectivement. Et donc, vous voyez, il suffit de mettre des embûches et des facilitateurs. Mais le nudge, c'est aussi bien, par exemple, la déclaration fiscale préimprimée. On sait que ça accroît considérablement le nombre de déclarations fiscales. Mais le nudge, c'est aussi ce qui a été mis en place, par exemple, avec Cambridge Analytica et par exemple le Brexit ou l'élection de Trump ou la campagne Macron, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, on prélève des données. On ne s'intéresse pas du tout aux croyances, on ne s'intéresse pas du tout aux idéologies des gens. On prélève des données et en fonction des clusters de population, on adresse à ces clusters, ce n'est pas des individus, les messages, vous voyez, qu'ils peuvent attendre et qui va impacter leur comportement. Donc on ne va pas leur faire changer d'avis, soyez n'est-ce pas, de gauche ou soyez de droite, soyez catholique ou soyez protestant, etc. On s'en fout complètement, mais en gros, on va donner des signaux, comme sur les autoroutes, de telle manière que les gens choisissent, si vous voulez, un chemin, mais librement,
qu'on a déjà décidées pour eux. Alors par exemple, on le sait par rapport au Brexit, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, Cambridge Analytica s'est saisi d'un paquet de données numériques et a pu définir des clusters où, par exemple, n'est-ce pas, ceux qui étaient inquiets, si vous voulez, de la bureaucratie européenne, on leur a dit l'Europe c'est l'horreur, il faut remplir plein de papiers, c'est tout à fait terrible. Donc on leur a envoyé des messages dans ce sens pour modifier, voilà, pour diriger leur comportement. Mais en même temps, il y avait un autre cluster où, au contraire, les gens voulaient être rassurés, chercher la sécurité, et à ce moment-là, on leur dit l'Europe c'est le libéralisme, c'est le néolibéralisme, c'est le marché, etc. Donc en gros, il s'agit non pas, vous voyez, c'est très important ça, il s'agit non pas de débattre. La démocratie, c'est un dialogue contradictoire. C'est rien d'autre que la création d'un espace dialogique, vous voyez, d'argumentation où effectivement on peut s'opposer sans s'exterminer. Ben là, c'est pas ça du tout. Vous voyez, on s'en fout complètement. On va tenir en même temps, comme dit l'autre, n'est-ce pas, des tas de discours contradictoires à des populations différentes qui ont été, n'est-ce pas, sélectionnées non pas en fonction, si vous voulez, d'un débat de croyance ou d'un débat idéologique, mais en fonction d'une sensibilité manifestée par la fréquentation de certains réseaux sociaux, par les réactions sur les réseaux et autres. Donc on s'intéresse au comportement des gens et on essaie d'impacter le parcours de ce comportement pour justement, vous voyez, les conduire à choisir comme on a décidé pour eux. Alors, bon, je ne vais pas développer ça ce soir trop longtemps, mais c'est là où vous voyez aussi l'importance, si j'ose dire, et on y vient, l'importance des nouvelles technologies. Avec cette idée, et je vais le développer, que ça n'est pas la technique qui est un destin de malheur, bien évidemment, pas du tout. C'est l'usage de la technique, qui est tout à fait différent. La technique est toujours porteuse d'un potentiel d'émancipation, et c'est en quelque sorte sa capture par des logiques de domination sociale qui la transforme en moyen de contrôle et en moyen de normalisation. C'est un point qui est extrêmement important. Mais alors, vous comprenez bien aujourd'hui, justement, qu'avec les nouvelles technologies, eh bien, il y a une espèce de digitalisation du monde et des données que nous laissons, puisque comme vous le savez, quand vous allez sur le web, n'est-ce pas, vous ne payez pas, mais vous payez d'une certaine manière en laissant des traces numériques à partir desquelles on peut vous suivre pas à pas et qui sont vendues ensuite pour que les restaurants, les hôpitaux, les agences de voyage, les hommes politiques puissent acheter, si j'ose dire, n'est-ce pas, votre adhésion. Ça va? Je suis suffisamment clair. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle on est... C'est un point très important. C'est la raison pour laquelle, j'y reviens, on peut comprendre que si nous devenons les nouveaux esclaves de la modernité, asservis par les fers du numérique, qui, pour ne pas être douloureux matériellement, sont violemment contraignants et contenants. Et donc c'est par le langage numérique des informations qu'opère aujourd'hui cette standardisation de l'humain qui est en même temps une prédation du vivant. Et c'est un point qui est extrêmement important. Je vais peut-être, si je la trouve, vous donner une citation du poète Édouard Glissant, poète et philosophe, poète antillais, qui écrit « La mondialisation économique, elle nous fait entrer dans des régions où, premièrement, l'uniformisation des sensibilités est totale, où l'exploitation des peuples faibles est totale, où les guerres sont considérées comme des moyens légitimes de mener des opérations de police. Cela n'est pas une région du monde, c'est la continuation pure et simple des anciens phénomènes de colonisation et d'impérialisme. » C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a, si j'ai le temps, je vais le développer, mais comme je n'ai pas commencé ma conférence, il y a aujourd'hui une espèce de colonisation des esprits, des mentalités, si vous voulez, par la métamorphose et la colonisation des structures sociales. C'est-à-dire que, on y reviendra, c'est un point important, c'est le concept d'habitus auquel je suis très attaché de Pierre Bourdieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'habitus, c'est une disposition à penser et à agir d'une certaine manière qui est instituée dans des structures sociales, voyez, et par exemple se rendre visible pour exister, et qui ne constitue pas seulement, encore une fois, une aliénation à ces structures, mais aussi une aliénation intime en tant que ces structures sociales, ces normes sociales sont incorporées, intériorisées, et qu'elles deviennent des manières d'agir et de penser, même quand on n'est plus dans les mêmes structures sociales. Ça va?
je suis suffisamment clair. Bon, je donne toujours cet exemple, vous m'avez déjà entendu Olivier le donner. C'est par exemple la manière même aujourd'hui dont on doit se présenter pour obtenir une visibilité sociale dans le travail, parce que si on n'a pas cette visibilité sociale, on n'existe pas. On n'existe pas. Eh bien, ça n'est pas quelque chose qui opère que sur le lieu professionnel. Puisque quand vous rentrez chez vous, vous allez sur des sites de rencontres et vous vous positionnez de la même manière. C'est-à-dire une posture de réification, de faire valoir comme étant une combinaison de fonctions avantageuses. Voyez, et de la même manière, n'est-ce pas, la façon dont vous allez travailler, la façon dont vous allez être gouverné dans le travail, la conduite des conduites dont parle Foucault, eh bien, va être intériorisée. Vous allez rentrer chez vous et vous allez coacher vos enfants de la même façon. Donc, vous voyez, je crois que c'est un point important. Les structures normatives sociales ne restent pas dans le domaine purement social. Elles sont en quelque sorte bouffées. L'humanité est ce qu'elle mange, et aujourd'hui ce que mange l'humanité c'est le numérique notamment, et donc vous allez bouffer ces normes-là, d'autant plus facilement qu'elles se présentent comme des informations quantitatives, numériques, soi-disant objectives, etc. Et donc ça va ensuite se métaboliser en vous comme étant des structures au moyen desquelles vous allez penser et vivre le monde. Ça va? Je suis clair? Alors, au point où nous en sommes, je voudrais d'abord rendre hommage à quelqu'un qui a peut-être dit un demi-siècle avant Deleuze et avant moi, si vous voulez. Avant moi, c'est plus banal, mais avant Deleuze, c'est quand même plus génial. C'est justement Guy Debord, l'homme de la société du spectacle. Guy Debord, lorsqu'on lui demande, ça s'intitule La Parisienne dans les œuvres complètes, lorsqu'on lui demande comment il envisage Paris, on est en 1962, et il répond cette chose-là, qui est quand même incroyable. Bon, excusez-moi, mais 4 heures, finalement, c'est beaucoup. Une cybernétisation totalitaire et hyper hiérarchisée, le contrôle perfectionné sur tous les aspects de la vie des gens, réduit à une passivité maximum dans la production automatisée, comme dans une consommation entièrement orientée sur les mécanismes du spectacle. C'est d'ailleurs au début d'un tel processus de cybernétisation que nous semblons nous trouver. Il a dit ça, je dirais, avant, si vous voulez, cette explosion, vous voyez, des nouvelles technologies telles que nous les avons connues. Donc, et même cette explosion des pratiques néolibérales telles que nous les avons connues à partir des années 70-80. Donc, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, oui, je reviens à cette histoire de numérisation. On en a parlé donc, cet après-midi tout à l'heure. Il va de soi que l'évaluation par des indicateurs quantitatifs de performance, ça n'est pas innocent. C'est-à-dire que ça laisse de côté tout ce qui n'est pas convertible, au sens religieux du terme, dit Bourdieu, tout ce qui n'est pas convertible en données numériques. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça pèse beaucoup dans, bien sûr, nos recherches, par exemple, dans l'évaluation des recherches, ça pèse beaucoup dans le soin, par exemple. Enfin, bon, Marie-Josée a commis un livre qui s'appelle « Le soin menacé », chronique d'une catastrophe humaine annoncée. À l'hôpital où il a travaillé pendant plusieurs décennies, il va de soi que tous les actes de soins qui ne sont pas convertibles en T2A, en tarification d'actes de soins, ne comptent pas. Donc, si vous voulez, le soin lui-même disparaît. Ce qui compte, ce sont des actes sanitaires, mais pas des actes de soins. Voyez. Et donc, c'est la même chose, vous le savez bien. J'ai dirigé plusieurs laboratoires de recherche, mais si une thèse n'est pas soutenue, même si votre doctorant il a appris des tas de choses et que ça lui sert et autres, ça ne compte pas, ça n'a aucune valeur. Voyez. On va, en France par exemple, considérer que, par exemple, moi j'avais des éducateurs ou des médecins qui voulaient faire une thèse pour pouvoir déposer leur expérience, thésauriser, n'est-ce pas, au niveau de l'université, cette expérience qui avait été la leur pendant plusieurs années. C'est déconseillé. Parce qu'ils ont plus de 25 ans et on ne va financer que ceux qui ont moins de 25 ans et qui sont capables de faire une thèse en 2 ans, éventuellement renouvelable 1 an ou 2. Bon, et ça, c'est pas n'importe quoi. Ça, si vous voulez, ça fait une sélection dans les savoirs. Ça fait une sélection dans les manières de penser le monde. Ça fait une sélection dans les styles anthropologiques eux-mêmes d'existence. Voyez. Et donc, c'est encore une fois, on ne joue pas impunément avec la réduction numérique du vivant. Je pense souvent à la dernière conférence d'Édouard Glissant
à l'Institut Tout Monde qui s'intitulait, n'est-ce pas, « Rien n'est vrai avec un grand V, tout est vivant ». Eh bien, si vous voulez, l'évaluation numérique aujourd'hui, ce qu'elle oublie, c'est ça, c'est que rien n'est vrai, mais que tout est vivant. Bon, alors je commence mon topo, Olivier. Donc, je vais vous proposer plusieurs, si vous voulez, plusieurs, vous me direz quand c'est un peu long, il ne me restera plus que 10 minutes, un quart d'heure, pour que je choisisse la manière dont je termine. Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, si je vous ai parlé de folie des normes, ça suppose que je puisse décliner un peu ce que j'entends justement par folie des normes. La première chose, c'est bien sûr les processus de normalisation dont Foucault nous a montré que l'extension sociale de la norme, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce qui est extrêmement important, n'est-ce pas, et extrêmement pesant. Et il écrit, parce que les dispositifs changent radicalement. La norme est porteuse d'une prétention de pouvoir. La norme, ce n'est même pas un principe d'intelligibilité. C'est un élément à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé. Concept polémique, dit M. Canguilhem, son directeur de thèse. Peut-être pourrait-on dire politique. En tout cas, la norme porte avec soi à la fois un principe de qualification et un principe de correction. La norme n'a pas pour fonction d'exclure, de rejeter. Elle est au contraire toujours liée à une technique positive d'intervention et de transformation, à une sorte de projet normatif. Donc vous voyez, la normalisation telle que nous l'avons connue, notamment dans nos sociétés disciplinaires, dont nous continuons à la connaître, elle opère de cette manière-là. La norme, Canguilhem disait très justement, c'est la somme des exigences qu'on impose à des existences. Eh bien, si vous voulez, la normalisation, elle flambe dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Je n'ai pas non plus le temps de vous en parler très longuement, mais regardez les travaux d'Alain Corbin, par exemple, sur le temps, n'est-ce pas ? La structuration du temps, la normalisation en quelque sorte du temps opère dans la deuxième moitié du XIXe et dans le début du XXe, puisque même la synchronie des horloges n'était pas forcément établie avant, comme vous le savez, que se développent notamment, bien sûr, les voies ferrées, etc. Donc, et que ce transport devienne prévalent. Donc c'est un point important. La manière dont nous concevons le temps comme, je dirais, quantité linéaire, segmentable, etc., est extrêmement importante, puisque c'est cette manière d'approcher le temps, ce que ne font pas d'autres civilisations, c'est cette manière d'approcher le temps qui sert ensuite à, je dirais, normaliser les citoyens, et qui dit norme implique quelque part, bien sûr, un asservissement possible, pas systématique, mais possible. Je citais tout à l'heure cette phrase de Marx dans Misère de la philosophie, qui est une phrase très importante, où Marx dit « Il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail d'un autre homme. Il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout. L'homme n'est plus rien. Il n'est plus que la carcasse du temps. Jour après jour, heure après heure, la quantité décide pour la qualité. » Donc vous avez là le modèle. Bon. Alors, deuxième citation, puisque j'ai cité Canguilhem, il faut voir quelle est la source des normes. Quelle est la source des normes ? Et c'est Georges Canguilhem qui nous met sur la voie pour comprendre le paradigme originaire des normes. Il écrit « S'il est vrai que l'expérience de normalisation est expérience spécifiquement anthropologique ou culturelle, il peut sembler normal que la langue ait proposé à cette expérience l'un de ses premiers champs. La grammaire fournit une matière de choix à la réflexion sur les normes. En fait, au XVIIe siècle, la norme grammaticale, c'est l'usage des bourgeois parisiens cultivés, en sorte que cette norme renvoie à une norme politique, la centralisation administrative au profit du pouvoir royal. On commence par les normes grammaticales pour finir par les normes morphologiques des hommes et des chevaux, en passant par les normes industrielles et hygiéniques. Donc en gros, les normes, malgré tout ce qu'on peut raconter ou toutes les apparences, ce sont les normes imposées par des logiques de domination sociale. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure, puisque la langue est un point qui est pour moi très important. Alors, ces fonctions sociales et politiques des normes dans la conduite des conduites, vous savez que c'est la définition que Foucault donne de la politique, eh bien, se développent et s'étendent avec l'émergence des sociétés disciplinaires qu'il a analysées. Il écrit « Nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser, mais de s'intégrer à un pouvoir beaucoup plus général, en gros, celui de la norme. Nous devenons une société essentiellement articulée sur la norme, ce qui implique un système de surveillance, de contrôle tout autre, une visibilité,
une classification permanente des individus, une hiérarchisation, une qualification, l'établissement de limites, une mise en diagnostic. La norme devient le critère de partage des individus. Alors, pour analyser, si vous voulez, ce qui nous arrive aujourd'hui avec les sociétés de contrôle, il faut faire un pas supplémentaire. Dans ces sociétés de contrôle, plus aucun secteur de l'existence sociale subjective n'échappe à la force des normes. Ce qu'une de mes amies professeurs de droit appelle la densification normative. Si vous voulez, tout est aujourd'hui, la manière de s'habiller, la manière de se conduire avec ses enfants, la manière de bouffer, etc., la manière de publier, la manière de faire de la recherche, tout est aujourd'hui normalisé. Et c'est un point qui est extrêmement important. Alors, aujourd'hui, je vais clore ce montage introductif de citation avec Deleuze. Aujourd'hui, effectivement, on va passer par quelque chose qui s'appelle l'information. À un premier sens, dit Deleuze, la communication, la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? Ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont appelées à juste titre des communiqués, ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. Alors, on verra tout à l'heure, si on a un peu de temps, comment s'émanciper de l'information pour aller vers quelque chose qui s'appelle la parole, et notamment le dialogue. Alors, si vous voulez, ce qui est... J'essaie de voir ce que je peux faire sauter pour ne pas être trop long. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, donc, je vous l'ai dit, avec la question du trouble, la question des anomalies, on n'est plus dans le repérage des grandes structures. Et donc, du coup, c'est une autre économie des mécanismes de pouvoir, une autre économie des technologies positives d'intervention qui vont se mettre en place dans le dépistage et le suivi de ce qui va apparaître, non pas anormal au sens de pathologique, mais anormal, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Un terrain anormal, c'est un terrain qui n'est pas plat. Il y a des bosses, des creux, etc. Ça ne veut pas dire pathologique. Et aujourd'hui, nous sommes dans la traque des anomalies et non pas, encore une fois, des pathologies. Alors, bon, je ne vais pas vous parler de ça, je vais sauter des trucs là. Alors, je voudrais maintenant insister. J'ai combien de temps encore là? 10 minutes, d'accord. Je voudrais insister, n'est-ce pas, sur un point important qui est, si vous voulez, sur la question de la domination comme étant un fait de langue. Et finalement, vous m'avez un peu entendu quelque part l'approcher avec la question du numérique, parce que c'est une langue, c'est un code. C'est une langue qui est réduite à un code, mais c'est une langue quand même. Et peut-être avant d'avancer sur mon exemple, vous donner une citation qui est celle également d'Édouard Glissant, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, finalement, les langues dominantes, pour aller vite, et à l'université c'est évident, les langues dominantes, c'est l'anglais et le numérique. Aujourd'hui, vous devez parler anglais et vous devez parler numérique si vous voulez prétendre à une visibilité dans le domaine de la recherche, dans le domaine des colloques, dans le domaine scientifique. Édouard Glissant écrit « La défense de la langue est irrémédiable parce que c'est par cette défense qu'on s'oppose à la standardisation qui proviendrait par exemple d'une universalisation de l'anglo-américain de base. Je dis que si jamais cette standardisation s'établissait au monde, ce n'est pas seulement la langue française, ou la langue italienne, ou la langue créole que cela menacerait, mais d'abord la langue anglaise. Parce que la langue anglaise cesserait d'être une langue avec ses obscurités, ses faiblesses, ses triomphes, ses élans, ses vigueurs, ses reculs et ses diversités. Alors je crois que c'est un point qui est extrêmement important, puisque vous allez comprendre en quoi, justement, et j'aimerais bien quand même en 3 minutes aussi pour avancer sur ce point, si on veut sortir de la société de l'information, c'est-à-dire effectivement de ce qui constitue le vecteur du contrôle, pour aller vers une société de la création, et je n'aurai peut-être pas le temps d'en parler, mais on en parlera sûrement dans le débat, il faut que nous puissions revisiter, si vous voulez, le rapport que nous entretenons aux langues. Alors,
vous avez un arrière-fond, vous avez compris. Je vous ai fait plus que je ne le pensais, un topo sur la question justement de l'information et en particulier de l'information numérique, des big data. Donc, vous gardez ça en arrière-fond par rapport à ce que je vais vous raconter. Ce que je vais vous raconter, je l'ai trouvé chez Ivan Illich, notamment un travail qu'il a fait, et où il découvre qu'en 1492, il y a deux colonisateurs, si vous voulez. Il y a Christophe Colomb, ça, tout le monde le connaît, bien évidemment, mais il y a un autre que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Nébrija. Vous allez comprendre. Christophe Colomb et Nébrija, l'un et l'autre de ces colonisateurs, inaugurent la modernité et posent la pierre de touche de toute conquête coloniale. C'est de ça dont je vais vous parler. L'une, elle est à l'autre bout de l'Atlantique. L'autre, elle est à l'intérieur, justement, de l'Europe. Les deux, donc, participent à la construction d'une nouvelle réalité sociale imposée par les États à leur peuple, comme au peuple dont ils ont envahi les territoires. La colonisation des Amériques par les Espagnols et les autres peuples européens, ça, l'histoire est connue, vous la connaissez. Mais la colonisation des langages parlés par les sujets de la reine Isabelle de Castille, par une nouvelle langue officielle imposée par l'État, ça, j'avoue que pour ma part, en tout cas, je ne connaissais pas cet événement historique avant d'avoir lu Ivan Illich. Elle est l'exemple même du processus de normalisation que j'ai évoqué tout à l'heure de la langue avec Canguilhem. Antonio de la Cala, plus connu sous le nom de Nébrija, écrit à la reine Isabelle la catholique, reine de Castille, pour lui suggérer de mettre un terme à la multiplicité des parlers vernaculaires, des parlers populaires utilisés par le peuple espagnol en lui imposant une seule langue, sa langue à elle, le castillan. L'Empire a besoin du langage autant que de l'épée pour coloniser et soumettre les peuples et les sujets à une nouvelle forme de dépendance. Ivan Illich cite la lettre du 18 août 1492 de Nébrija. « Mon illustre reine, chaque fois que je médite sur les témoignages du passé qui ont été conservés par l'écriture, la même conclusion s'impose à moi. Le langage a toujours été le conjoint de l'Empire et il le demeurera à jamais. Ensemble, ils prennent naissance, ensemble, ils croissent et fleurissent, et ensemble, ils déclinent. » Et donc, Nébrija se met à fabriquer un langage à partir des différents parlers vernaculaires qu'il rencontre en Espagne. Il construit un langage synthétique proche du castillan. Il écrit même un ouvrage de grammaire espagnol, le premier du genre, et il offre à la reine comme étant le corrélat de l'épée pour soumettre les peuples. Je le cite, « outil de conquête à l'étranger et à l'intérieur, une arme destinée à mettre fin au parler spontané. » C'est donc le nouveau pacte entre l'épée et la langue. Mais pour que ce pacte puisse servir le pouvoir souverain, encore faut-il que la bureaucratie de l'Empire contrôle justement la manière dont les sujets parlent et la manière dont les sujets lisent. Parce que n'oubliez pas non plus que c'est l'imprimerie. L'imprimerie qui, à ce moment-là, opère notamment en ouvrant des possibilités de lecture à haute voix, par exemple, d'échange. Et n'oublions pas également que, justement, il y avait la possibilité d'imprimer en plusieurs langues vernaculaires. Et là, il y a la mise en place des experts. Vous savez, ceux qui nous persécutent dans l'évaluation de nos recherches, ben là, ils persécutent en termes de l'évaluation, savoir si effectivement c'est bien imprimé avec la langue que justement le pouvoir a décidé de choisir. Et ça, c'est extrêmement important parce que, en gros, comme il est dit, il s'agit d'empêcher les gens d'imprimer et de lire dans les diverses langues que jusqu'alors ils se limitaient à parler. Par ce monopole sur une langue officielle à enseigner, Nébrija a l'intention de supprimer la lecture vernaculaire, libre, non enseignée. Vous voyez, l'uniformisation de la langue, c'est aussi une uniformisation des savoirs, c'est une uniformisation des manières de penser le monde, uniformisation des métaphysiques derrière les méthodes, pour parler comme Camus, uniformisation des pratiques et des manières d'être. Parce qu'on rêve dans une langue, et de rêver le monde. Enfin, donc c'est un point important, et si vous voulez, pour aller un peu plus vite, ce qui est intéressant dans ce que remarque Illich, en tout cas, c'est que avec la découverte de l'imprimerie, il y a eu une épidémie de lecture partagée et comment dire, de manière d'imprimer dans les langues que l'on pouvait parler. Et là, c'est le moyen de juguler une dissémination anarchique
et qui a vocation à l'émancipation. Alors, comme le remarque Illich, Colomb et Nébrija, donc c'est la même époque, la même année, ouvrent la voie à un nouveau genre d'impérialisme et de colonialisme, n'est-ce pas, dont aujourd'hui nous mesurons la puissance. Et on peut se demander lequel est le plus puissant, si c'est la colonisation des territoires ou la colonisation des esprits. Je cite, « Nébrija est plus fondamental », écrit Illich. Il propose l'usage de sa grammaire afin d'étendre le pouvoir de la reine dans une sphère totalement neuve, le contrôle étatique sur la forme de la subsistance quotidienne des gens. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Je peux vous dire que par exemple, comme vous le savez, l'État-nation s'est constitué aussi autour d'une langue imposée. Mes aïeux en Provence avaient dans les écoles, n'est-ce pas, une pancarte qui indiquait « Il est interdit de cracher par terre et de parler patois ». Et comme vous le savez, n'est-ce pas, je pense aux travaux apportés notamment par Nassinja Martin sur les peuples Even, les peuples éleveurs de rêve du Kamtchatka, eh bien, les enfants Even, ils étaient dès le plus jeune âge enlevés à leurs parents pour être élevés dans des internats russes où il leur était interdit de parler leur langue. Et elle rapporte une phrase d'une femme Even qui dit « J'ai appris le russe par la suite à la baguette parce qu'à l'école on nous frappait lorsqu'avec d'autres enfants Even nous parlions notre langue. » Donc les révoltes commencent par des bruits de bouche, mais les servitudes aussi. Alors je voudrais donc juste terminer, si vous voulez, là-dessus. Aujourd'hui, s'insinue progressivement et insidieusement le monopole de langues qui sont des langues, encore une fois, l'anglo-américain, mais on entendait bien que c'est pas ni l'américain ni l'anglais, c'est pas ça le problème. C'est une manière de parler le monde et de le rêver et de le prescrire. Et là, il y a un problème majeur, y compris sur nos recherches. On ne pense pas de la même manière. Et puis surtout, n'est-ce pas, bien sûr, les langues algorithmiques. La transformation, là aussi, Lyotard avait beaucoup apporté. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas en parler maintenant, mais la nécessité de convertir, n'est-ce pas, les données des recherches de certaines disciplines en données, je dirais, numériques. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, Lyotard annonçait très justement que ce qui allait s'imposer, et il y aura une sélection des recherches, dit-il. Il y aura une sélection des financements, il y aura une sélection des recrutements, il y aura une sélection des pratiques, n'est-ce pas, au profit du savoir non numérique. Et il dit à ce moment-là, du savoir non narratif, pardon. Et il dit à ce moment-là que justement tout savoir narratif qui ne serait pas capable d'être converti en données numériques sera négligé et progressivement, n'est-ce pas, sera éliminé. Or, c'est ce à quoi nous avons assisté dans le champ des sciences humaines et des sciences sociales. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas convertible en langage de machine, c'est-à-dire finalement en langage aussi monétaire, c'est à l'interface entre les deux. C'est pas la même chose, mais c'est une interface sur le chiffre. Mais ça, je n'ai pas le temps de vous en parler. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, il va de soi que ce que nous perdons d'une certaine manière, c'est, je dirais, les odeurs du langage, c'est-à-dire la puissance de la métaphore dans le langage, la puissance de l'imaginaire des langues, comme dit Édouard Glissant, et nous perdons donc un état poétique du monde au profit, si vous voulez, de sa quantification. Alors je sais que je n'ai pas le temps d'en parler davantage, mais je crois que pour terminer, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas, j'en ai parlé tout à l'heure, vous le savez Olivier, vous m'avez entendu, mais il ne s'agit pas bien sûr de casser les algorithmes comme les canuts ont cassé les machines. Il ne s'agit pas de renoncer aux nouvelles technologies qui sont tout à fait formidables. En matière d'imagerie médicale, c'est vraiment tout à fait révolutionnaire. Donc le problème, il n'est pas là du tout. Il s'agit de restituer une biodiversité des savoirs et des pratiques de la même manière que nous veillons au respect d'une biodiversité du vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de considérer que aujourd'hui, nous sommes face à une extinction qui avait été déjà en 1973 avec le rapport de Rome du couple Mindau déjà, n'est-ce pas, mis en évidence. Nous risquons une extinction des espèces et des familles, si vous voulez, végétales, animales, etc. Mais c'est la même chose au niveau des langues. Claude Agege, au Collège de France, je l'ai entendu le dire, et c'est la même chose au niveau des savoirs et des pratiques scientifiques et thérapeutiques. Donc si vous voulez, moi je plaide simplement
pour justement qu'il y ait une biodiversité et où on puisse, si j'ose dire, accoupler les algorithmes, n'est-ce pas, avec les langages de la poésie. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'on puisse accepter qu'il y ait différentes manières de procéder à une donation ontologique des objets dans le monde. C'est cela que je défends. Et je termine juste avec quelque chose que j'aurais voulu développer, mais j'en parlerai peut-être dans le débat, n'est-ce pas, qui est l'éloge d'une créolisation chère à Patrick Chamoiseau et à Édouard Glissant, bien sûr, par exemple. Et je termine notamment avec, si vous voulez, un passage de Patrick Chamoiseau dans son livre « Le conteur, la nuit et le palmier », lorsqu'il écrit à propos de cette puissance de l'état poétique du monde dont nous risquons de nous priver si nous le réduisons, encore une fois, au quantitatif et au numérique. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se priver du quantitatif et du numérique, ça vous l'entendez, parce que bien évidemment, c'est essentiel, y compris d'ailleurs dans la construction de la démocratie. Puisque dans la construction de la démocratie, c'est bien la mesure et l'équité qui constituent cette isonomia, qui constitue une pratique politique avant même d'être une connaissance mathématique du monde. Donc il ne s'agit pas de se priver de ça. Il s'agit simplement, si vous voulez, de permettre qu'advienne la possibilité de cette créolisation. Et je cite justement Patrick Chamoiseau, « L'état poétique peut donc amplifier les mots. Ils ne servent plus seulement à composer des phrases, ils permettent à l'artiste de se créer un univers particulier dans lequel certains mots ont une extension galactique bien plus large et inattendue que leur orbite littérale. Le mot comme argile, comme onde, comme particule, comme petit souffle d'astre inconnu, sillage gazeux d'un météore de cobalt et de zinc. » Si vous voulez, c'est à cela que j'aspire sans renoncer, encore une fois, à la connaissance scientifique du monde qui passe par une quantification des données. Merci. Merci beaucoup Roland Gori. Donc maintenant j'invite Jean-François Bachelet à répondre, à questionner peut-être plus encore ici ce que nous avons entendu. Donc je vous laisse la parole, Jean-François. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation qui me donne l'occasion et me fait l'honneur aussi de pouvoir m'asseoir à côté de M. Gori. Je suis personnellement d'abord très interpellé par votre discours extrêmement complet, mais aussi par le titre largement surligné en jaune de « L'université à l'ère du capitalisme néolibéral, une fabrique de servitude ». Et c'est peut-être la première chose à laquelle j'aimerais revenir. Vous avez tenu dans cet auditoire universitaire ce soir un discours extrêmement critique, qui n'est pas dénué de poésie non plus, ça devrait d'ailleurs toucher plus souvent les étudiants probablement, un discours très critique par rapport à notre environnement, par rapport au monde dans lequel nous fonctionnons. Et ce discours, me semble-t-il, éclaire le sens de l'activité de l'université, qui est précisément de rechercher le savoir. Mais en recherchant le savoir, l'université se trouve aussi confrontée à la nécessité de traduire ce savoir. On en revient donc à la question du langage, de l'expression des choses, pour alors remplir cette autre mission qui est de transmettre ce savoir. L'université, ensuite, c'est une institution, en tout cas elle était considérée auparavant comme une institution, qui est encore considérée souvent comme étant au sommet de la pyramide des connaissances. Et c'est une institution qui véhicule encore une image assez particulière, qui est celle d'une modernité triomphante. C'est la modernité technique, c'est la modernité qui se traduit en termes mathématiques. Cette mathésis des Lumières qui portait l'illusion de pouvoir communiquer de manière universelle sans tomber évidemment dans les problématiques de communication, de confusion ou d'équivoque, etc. Et c'est aussi à travers cette promotion de la mathésis et de la modernité au sens traditionnel du terme, que l'université donne aussi une représentation d'une certaine hiérarchie des connaissances à travers une hiérarchie des différentes disciplines que l'on perçoit encore à l'université en voyant la manière dont elles sont réparties sur les campus universitaires, mais aussi dont elles apparaissent
dans les commentaires que l'université peut faire d'elle-même ou que les médias font sur l'université, c'est-à-dire une hiérarchie qui commence par le sommet avec les sciences mesurables, les sciences de la productivité, les sciences de l'innovation technique, et ensuite, par après, les sciences qui sont parfois qualifiées de moins utiles ou carrément non utiles, qui sont les sciences humaines et sociales. Donc j'aurais voulu d'abord avoir votre première réaction à ce niveau-là. Et la deuxième question ou deuxième élément sur lequel j'aurais aimé avoir votre réaction, c'est justement de se demander quel pourrait être le rôle alors de l'université au moment où vous soulignez la nécessité de pouvoir se réapproprier le langage ou un langage qui nous permette de nous émanciper des normes, qui permettent la décolonisation des esprits, comme vous l'avez rappelé. Quel pourrait être le rôle de l'université, sachant la situation particulièrement inconfortable dans laquelle elle se trouve, puisque si on la considère au sommet de cette fameuse pyramide des connaissances, elle arrive aussi à la fin d'un processus éducatif qu'il s'agirait probablement de réformer, et là les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Voilà, je pense que j'en ai dit peut-être assez pour le moment, et je vous laisse réagir, Monsieur Gori. Bien écoutez, merci beaucoup. C'est en même temps très difficile de répondre, enfin de réagir sur ces deux points. Le premier point, ce qui me venait à l'esprit quand je vous écoutais sur, effectivement, par exemple, le rôle, je dirais, du langage mathématique pour donner le monde, qu'on retrouve même, bon, par exemple, chez Galilée, il dit que finalement le grand livre de la nature s'écrit en langage mathématique. Et, bon, si vous voulez, je pense qu'on oublie aussi quelque chose que nous rappelle l'historien Jean-Pierre Vernant. Lorsqu'il travaille sur l'émergence de la rationalité en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce qu'il nous dit, justement, c'est que, si vous voulez, ce savoir qui est produit, il est consubstantiel des pratiques politiques. C'est-à-dire que le souci, je dirais, dans les arts et dans les sciences, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'égalité, justement, et de la mesure, eh bien, ces critères-là, dit Jean-Pierre Vernant, avant que d'être des propriétés, par exemple, des sciences, ou même du droit, ou même de l'art, enfin de la beauté, etc., ces propriétés, elles sont consubstantielles des pratiques politiques en Grèce, c'est-à-dire l'isonomia. Et donc, ce que nous dit là Jean-Pierre Vernant, qui me paraît très important, en gros, il nous dit que la mathématisation des savoirs et des pratiques, si vous voulez, à ce moment-là en Grèce, est d'abord d'origine sociale et politique. Et c'est la raison pour laquelle, alors là c'est un autre débat qu'on a eu tout à l'heure, je ne vais pas l'ouvrir maintenant, mais c'est la raison pour laquelle je considère que l'évolution, par exemple, dans nos politiques de recherche, ou l'évolution dans notre manière de faire la recherche, l'évolution dans l'évaluation des pratiques de recherche ou des pratiques qui sont déduites comme les pratiques thérapeutiques ou les pratiques d'enseignement, eh bien, n'ont pas été le fait d'une avancée endogène aux disciplines, endémique à leur épistémologie, mais elles ont été en quelque sorte l'infiltration dans leur champ d'une idéologie et d'une pratique qui est celle de la théologie entrepreneuriale et de la religion du marché. Et donc, si vous voulez, par exemple, on s'est mis à considérer, n'est-ce pas, que ce qui comptait, c'était... Bon, moi, je me souviens, j'étais 7 ans expert musicien de la recherche, j'ai été 15 ans élu au Conseil de classe des universités, j'ai eu la responsabilité de vice-président et de président de ma section. J'ai vu évoluer justement les choses en 15 ans. Je vous l'ai raconté tout à l'heure, tant pis pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais je vais le rappeler, n'est-ce pas ? Il va de soi que au début
de ma participation j'étais élu d'ailleurs au Conseil supérieur des corps universitaires, si vous voulez, on lisait les livres, on lisait les articles, on lisait les revues et on en parlait. Et puis progressivement, au nom de l'objectivité, au nom justement de l'égalité des candidatures, on s'est mis à chiffrer. Au point qu'à la fin de mon mandat, on me disait tu n'as pas le droit de parler du contenu de la thèse, tu dois nous donner sa composition, etc. Les traits formels. Tu n'as pas le droit de parler du contenu du livre ou du contenu de l'article, tu dois nous dire dans quelle revue, à quel impact factor, etc. Et je vais faire une confidence que j'ai déjà faite tout à l'heure, sans vous donner trop d'informations, parce que ça vous touche de près, puisque j'ai été invité par le Fonds national scientifique belge il y a quelques années, du temps de ma splendeur, quand j'étais président de la section du CNU, pour participer à un jury qui validait des recherches biomédicales avec c'est un petit Nobel, si vous voulez, avec une somme conséquente à l'appui. C'est une reconnaissance extrêmement importante. Et comme c'était dans le champ des recherches biomédicales, concernant la psychiatrie, j'ai pu faire mes rapports sans trop de difficultés, mais concernant la chirurgie pédiatrique, la néphrologie, la santé publique et autres, j'étais plutôt embêté. Et j'ai passé quelques jours avec des copains de la fac de médecine, notamment un copain qui est prof de cancéro, pour essayer de comprendre un petit peu et un peu d'évaluer. Et quand je suis arrivé, n'est-ce pas, dans ce jury, dont j'ai eu en plus le bonheur ou le malheur d'être président, puisque j'étais le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il se trouve que, et ça c'est le jury, c'est pas le Fonds national de la recherche scientifique belge, qui nous ont foutu une paix royale, c'est pas ça, mais les collègues avec lesquels j'étais ont dit mais il faut des critères objectifs. Et donc on va calculer les facteurs H, facteurs M, etc. Et donc avec une addition que va faire un élève de cours préparatoire, de cours élémentaire, n'est-ce pas, les rapports n'ont servi à rien. Les rapports n'ont servi à rien. Et donc on a attribué le prix en fonction de ce calcul de points. Donc si vous voulez, ça je suis désolé, c'était pas quelque chose qui était endogène à l'épistémologie des recherches biomédicales. C'est un habitus hérité de l'infiltration d'une théologie entrepreneuriale dans les champs disciplinaires de l'université. C'est le problème majeur. Vous voyez, il est là. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, par exemple, j'étais scandalisé en tant que vieil universitaire lorsque un abominable ministre français, je peux même dire son nom, Claude Allègre, n'est-ce pas, il a lancé qu'à la place des universitaires, on allait parler d'enseignants-chercheurs. Mais il y a quelque chose qui change. On n'emploie pas impunément les mots. Les mots fabriquent nos valeurs, fabriquent notre manière d'être au monde. Ça veut dire que nous étions définis non pas par une affiliation à une institution, nous étions définis par nos fonctions. Et là, on entre dans la langue utilitaire, si j'ose dire, de l'esclavage, puisque c'est en fonction, n'est-ce pas, de ce à quoi on sert qu'on est défini. Et le rapport de dette, le rapport, si vous voulez, d'adhésion n'est plus du tout le même. Et en plus, on a eu notre ministre, n'est-ce pas, je peux la citer aussi, c'est Valérie Pécresse, qui a eu ce génie d'ajouter qu'il y avait les enseignants-chercheurs produisants et les enseignants-chercheurs non produisants. Vous voyez bien que là, j'en ai parlé tout à l'heure pendant 2 heures, je ne vais pas le faire maintenant, on est dans un processus de taylorisation de la recherche. Et donc de prolétarisation du chercheur. Le prolétaire étant non pas celui qui a des conditions matérielles misérables, mais étant celui qui est dépouillé de sa fonction de savoir, auquel on a confisqué le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. Et c'est ça, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça? Quel pourrait être le rôle de l'université? Je n'en sais rien. Parce que justement, ce qui caractérise l'université aujourd'hui, par rapport à une époque que j'ai connue, c'est qu'on a perdu l'ensemble des franchises universitaires. On a perdu l'ensemble des franchises universitaires. Et quand, par exemple, n'est-ce pas, pour faire de la recherche en France, je ne sais pas ici, mais on répond à des appels d'offres, et ben on est déjà une espèce de micro-entreprise, quoi. Vous
voyez, quand on doit, n'est-ce pas, avoir une rentabilité de production, ce qui fait que, par exemple, moi je l'ai vu, bon après j'ai refusé, j'ai démissionné, si vous voulez, de la position d'expert, mais quand, par exemple, on vous donne une liste de revues dites qualifiantes, et on vous demande donc d'établir un profil de candidature qui soit adéquat à ces revues qualifiantes, sinon les gens sont éliminés, mais vous pouvez, par exemple, ça c'est arrivé, recruter des gens qui sont incapables de parler devant les étudiants. C'est un drame. Mais bon, ils seraient bien au CNRS, si vous voulez. Mais à l'université, je ne vois pas très bien ce qu'il faut. Mais ça ne fait rien. Étant donné qu'ils ont un nombre de publications dans des revues à fort impact, eh ben, les directeurs de labo vont les recruter. Et moi, en tant que directeur de labo, j'ai fait pas mal de conneries comme ça aussi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a la menace d'une certification, d'une habilitation. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné, sans vous en rendre compte, vous jouez le jeu. Et puis, quand vous vous rendez compte que franchement, vous faites n'importe quoi, alors à ce moment-là, vous quittez. Vous voyez ? Et donc, aujourd'hui, l'université, je ne sais pas ici, enfin, je connais un petit peu. J'ai beaucoup d'amis, puis j'étais pendant longtemps invité par mon ami Jacques Scott à l'UCL, à Louvain. J'étais à circuit Erasmus et autres. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'ULB, avec Louvain, avec différentes universités, mais différentes facultés ici chez vous. Mais vous voyez, je pense que vous avez une culture du compromis et de la concession et du dialogue qui est que vous souffrez peut-être moins que nous, je dirais, en France. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, justement, l'appel des appels dont Olivier a parlé, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a fait un bouquin qui s'appelle Exilés de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique, donc du capitalisme financier néolibéral, donc il faut aller vite. Moi, ce qui nous a frappé, c'est que du coup, on ne s'adressait plus seulement à des psys, on s'adressait aussi à des pédiatres, à des dermatologues, à des cancérologues, à des magistrats, à des journalistes, à des éducateurs, etc. Et on a eu l'impression à ce moment-là que on n'était pas les héros martyrs que nous pensions, nous, malheureux psychanalystes crucifiés, n'est-ce pas, par l'abominable système néolibéral. Nous étions tous à la même enseigne. Et même les profs d'informatique peuvent vous dire, par exemple, chez nous, à l'appel des appels, qu'ils sont impactés par une certaine manière, justement, de sélectionner les savoirs. Donc, c'est ça qui est important. Je crois qu'il y a de nouvelles alliances et je crois que, si vous voulez, il faut que nous puissions nous réapproprier ce qui nous a été confisqué par la technocratie. Mais je crois que ce n'est pas que l'université, c'est tous les métiers. Oui, certainement. Je crois que la question de la managérialisation des différentes institutions, des services publics, etc., est quelque chose de connu. Mais en ce qui concerne précisément l'université qui, disons, entretient une réputation de lieu de connaissances critiques, de liberté de pensée, d'une certaine qualité d'approche de la réalité et des problèmes qui y sont liés. Comment expliqueriez-vous que cette théologie dont vous avez parlé se soit imposée de manière aussi facile à ce monde qui se voulait justement relativement imperméable? On a tellement longtemps parlé de la tour d'ivoire universitaire. Comment se fait-il que cette théologie se soit imposée à des esprits justement critiques dans un monde relativement protégé? Si on comprenait le mécanisme, ne pourrait-on pas imaginer un processus inverse? Question naïve. Je crois que, d'abord, je crois qu'on s'est fait des illusions sur notre propre capacité de pensée critique et de résistance. Ça, c'est une évidence. Et puis, vous savez, il y a une mitridisation qui s'opère justement par le truchement des manières d'évaluer. C'est pour ça que depuis 20 ans maintenant, je combats l'évaluation, si vous voulez, parce que elle est quelque part une espèce de non pas de valorisation de ce qu'on fait, mais de dévalorisation, exigeant que l'on montre, si j'ose dire, n'est-ce pas, la preuve de mériter la dignité d'exister socialement là où on est. Et on le fait sur des critères hallucinés. C'est-à-dire que, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas reprendre ce point, mais si vous voulez, c'est absolument n'importe quoi. Par exemple, le classement de Shanghai,
vous écoutez quelqu'un comme Yves Gingras, qui est un chercheur en bibliométrie et qui vous dit c'est bidon. J'ai parlé tout à l'heure des palmarès des hôpitaux, je vais en parler maintenant. C'est-à-dire que, qui plus est, c'est bourré de biais méthodologiques, mais néanmoins, ça a eu un effet performatif, c'est de nous dire, vous n'avez pas le choix, vous devez apparaître sur cette scène-là, vous n'existez plus. Et alors, je ne sais pas, si vous voulez, ce qu'il en est de nos capacités de résistance à venir, mais moi j'ai vu, de mes yeux vus, comme dit l'autre, Saint-Augustin, j'ai vu de mes yeux vus, si vous voulez, progressivement, les pratiques d'évaluation se modifier jusqu'à, encore une fois, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens qui parlent d'un dossier de candidature. On applique, vous voyez, mais ça vous l'avez partout, parce que c'est la même chose au niveau de l'hôpital, c'est la même chose au niveau de l'information, c'est la même chose au niveau du travail social, c'est la même chose chez les magistrats, c'est la même chose partout. Et là, il y a quelque chose d'important. On est dans, à mon avis, dans ce que Achille Mbembe, que je cite, appelle le devenir nègre du monde. Où il dit, en gros, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le nom nègre ne désigne pas des gens d'origine africaine au temps du premier colonialisme, mais c'est le devenir de tout sujet de la mondialité. De la mondialisation, pardon. Mondialité, c'est autre chose. Vous voyez, et ça, c'est un point important. C'est-à-dire, effectivement, c'est pour ça que moi, j'aime bien Guy Debord, même si, comme vous le savez, c'était un être qui n'était pas toujours ni facile, ni forcément très équilibré. Mais parce que là, avec sa société du spectacle, il a montré quelque chose de très fort. C'est que le spectacle est un rapport social. Ce n'est pas une fascination par les images, mais c'est un type de rapport social. Et aujourd'hui, vous devez être visible, et ce que vous faites doit être visible, et visible selon des critères qui ne sont pas élaborés par ceux qui pratiquent le métier. C'est ça qui est tout à fait terrible, voyez. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir seul à l'université, parce que nous aurions une histoire d'une institution prestigieuse qui jusqu'alors vantait, si j'ose dire, sa liberté. Bon, peut-être que d'abord, ça c'est peut-être un peu une illusion que nous avons sur nous-mêmes, mais parce que je pense qu'on ne s'en sortira pas seul. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'appel des appels depuis maintenant presque 15 ans. C'est parce que c'est par de nouvelles alliances qu'on peut se rendre compte de l'inanité des critères d'évaluation dans tous les domaines. Et ils sont là pour, je dirais, nous soumettre. C'est-à-dire que les chiffres sont des nouvelles manières de donner les ordres. C'est objectif. Je rappelais cette phrase d'Alfred Sauvy tout à l'heure. Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par tout avouer ce qu'on veut leur faire dire. Bon, oui. Et ça, on le voit. Dans l'appel des appels, on a des professeurs on a des scientifiques de très haut niveau, membres de l'Académie des sciences. On a eu comme vice-président le président du conseil scientifique du CNRS, etc., qui est un grand chercheur en physique. Mais si vous voulez, ils sont terrifiés par la manière dont les chiffres sont utilisés. Parce que c'est pas leur usage. C'est un usage tout à fait trivial qui est fait pour, encore une fois, soumettre les professionnels et en gros les mettre le nez sur le guidon à ne regarder que le compteur et pas la route. Et du coup, on va dans le décor. Et ça, c'est vrai partout. Regardez, quelque chose d'aussi bête que, par exemple, la gestion algorithmique des lieux de délinquance où on envoie les forces de police. Ça s'est fait d'abord aux États-Unis, puis ça se fait en Europe, etc. Eh bien, ça produit une boucle rétroactive qui biaise complètement, si vous voulez, les chiffres de la délinquance. Et que, bien évidemment, là où on envoie la police, ils ont plus tendance à constater les délits que là où elle n'est pas. Et ça ne veut pas dire que là où elle n'est pas, il y a moins de délits que là où elle est. Donc, il y a comme ça toute une série de boucles rétroactives. J'ai cité tout à l'heure Alain Desrosières, je n'ai pas la citation ici, parce que j'ai changé de dossier, mais n'est-ce pas,
il ne faut pas croire que... vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à une loi qui est la loi de Goodhart, appelée parfois loi de Lucas, qui dit que lorsqu'une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Eh bien, lorsque, si vous voulez, vous dites par exemple, n'est-ce pas, il faut publier dans ce type de revue pour accroître son facteur H ou son facteur M, eh bien, du coup, vous bouleversez complètement le champ, quoi. Et les gens, du coup, ils ne publient pas parce qu'ils ont des choses à dire, ils publient pour être publiés, et c'est comme ça que 75% des publications scientifiques ne sont pas lues. Ne sont pas lues. C'est normal. Elles ne sont pas faites pour être lues, elles sont faites pour être publiées.